Bienvenue pour les Actus 3V. Au programme, la collecte de pommes a repris, les bénévoles sont à pied d'œuvre. Les Mertzwillerois exposent leurs œuvres lors du Week-end des Arts. L'évêque auxiliaire rend visite aux paroissiens de Dambach-Neuenhofen. Huguette Eichwald nous dévoile un peu l'intrigue de son nouveau roman. Mais tout de suite, l'action de Reichshofen lors de l'appel de l'Association des maires de France. L'Association des maires de France, AMF, présidée par François Baroin, a lancé une journée de mobilisation le samedi 19 septembre pour dénoncer la réduction des dotations de l'État aux collectivités. À Reichshofen, des citoyens se sont retrouvés à la mairie pour dire « J'aime ma commune ». J'ai répondu favorablement. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, je dirais, la coupe est un peu pleine. Dans le sens qu'on a des triples peines, ça veut dire 1, on diminue certes les dotations de l'État, 2, on nous augmente nos charges par rapport à un transfert de charges de l'État vers les collectivités locales et territoriales, et 3, aujourd'hui les services qu'on rend à la population sont de plus en plus importants, de plus en plus exigeants, et donc quelque part nos ressources peuvent à un certain moment ne plus suffire pour subvenir à toutes ces charges par rapport aux services qu'on rend à la population. Car la défense des services publics, c'est l'affaire de tous. Selon les maires, la proportion de l'effort collectif est trop importante car la dette des collectivités locales ne représente qu'une petite partie du déficit français. Partager l'effort, c'est quelque chose qui me paraît logique, mais pas à cette proportion-là, ni à cette vitesse-là, parce que réduire, par exemple, un budget pour nous, une dotation pour nous de 800 000 € sur 4 ans, est quand même quelque chose d'important. C'est un manque à gagner pour le budget communal de fonctionnement. Certes, sur notre ville, ce n'est pas la seule ressource financière que la ville a. Sur un budget de 6 millions de fonctionnement annuel, cela représente 10%, mais quelque part, à la longue, parce que nous pensons sérieusement que l'effort ne s'arrêtera pas là, à la longue, ne plus percevoir ces dotations de l'État sera quand même une difficulté complémentaire pour équilibrer le budget de fonctionnement d'une commune. L'appel du 19 septembre pour les communes de France a réuni pour l'instant plus de 40 000 signatures sur Internet. Depuis 2008, la collecte de pommes permet de valoriser les pommes et donc les vergers de la communauté de communes du pays de Niederbrandt-les-Bains, une tradition locale. Ce sont les bénévoles de la section arboricole de l'ALC, l'association Loisirs et Culture de Gumbrechtshofen, qui tiennent les permanences de 13h30 à 16h30. Une organisation logistique à toute épreuve, Lucien est à son poste. Je fais tous les mercredis pendant 4 semaines. La gestion du stock, le traitement des données informatiques, autant de tâches qui incombent aux bénévoles. Ben voilà, moi je suis caissier. À côté de moi, il y a mon ami Jean-Louis qui s'occupe de l'ordinateur. Et puis toute l'équipe là pour décharger les pommes des clients, quoi. Nous sommes 30 bénévoles qui œuvrons dans cette section. Et nous avons pris le relais en fait de l'entreprise Sidou qui dans le temps collectait les pommes. Nous avons en 2004 avec Adrien Zeller, le défunt président de la région, organisé le verger solidaire d'Alsace et encourager les gens à planter des arbres, à entretenir leur verger. La question qu'on nous posait, mais nous encourageait à planter des arbres, que faisons-nous des fruits? Les fruits sont donc attendus ici, à l'hôtel d'entreprise de Gundershofen. Alors nous lançons un appel à tous les propriétaires de vergers qui ne seraient pas en mesure de cueillir eux-mêmes leurs pommes. Alors nous intervenons avec les bénéficiaires du RSA, encadrés par les travailleurs sociaux de la communauté de communes et nous récoltons les fruits que nous transférons ensuite vers la banque alimentaire. Donc c'est vraiment dans un esprit de solidarité que nous faisons cette opération et on lance un appel à tous les propriétaires de vergers qui pourraient nous mettre leurs fruits à disposition. Malgré le cœur à l'ouvrage, le record de l'an passé avec 147 tonnes ne sera pas battu. Nous avons démarré avec une première collecte de 5,4 tonnes, ce qui est vraiment un bon score. Mais cette année n'est pas vraiment une année à pommes, puisque nous avons eu beaucoup de sécheresse. Et je pense que notre collecte sera certainement inférieure à celle des années antérieures.
Pour ceux qui amènent des pommes, il y a un tarif préférentiel pour le jus. La vente est ouverte à tous lors de la collecte, puis les premiers samedis après-midi du mois. La collecte aura lieu les mercredis et samedis après-midi jusqu'au 14 octobre. À Mertzwiller, au foyer Don Bosco, s'est déroulé le week-end des arts. Une exposition originale réunissant une quinzaine d'artistes locaux. Peinture à l'huile, acrylique, pastel ou encore sculpture, chaque artiste exprime sa créativité à sa manière. C'est une première, donc on attend du monde, on a fait de la publicité, on a distribué des flyers. Les résidents de la maison de retraite, Léo de la Dinzel de Mertzwiller, se sont déplacés pour admirer ses œuvres. Toujours l'envie de l'artiste de rencontrer quand même le public, voir comment il réagit, qu'est-ce qui plaît, pourquoi, comment ce qu'on a pensé mettre dans une toile est ressenti, quoi. Une artiste sculptrice est venue présenter ses créations à base de terre ou de pierre. C'est la terre qu'on travaille et donc qu'on laisse sécher plusieurs semaines et qui après sont cuits à plus de 1000 degrés. L'exposition est un véritable succès et permet aux visiteurs de découvrir ces artistes locaux. Les paroissiens de Dambar ont reçu la visite de l'évêque auxiliaire Vincent Dolman lors de la fête patronale de l'église Saint-Maurice. Une messe exceptionnelle qui débuta avec une procession jusqu'au calvaire rénové. Situé en contrebas de l'église, ce calvaire, au croisement de la rue du Modenberg et de la rue de la Forêt, a retrouvé toutes ses couleurs. Dans l'église, une croix orne désormais la nef, croix sortie de la crypte et rénovée elle aussi. Lors de son prêche, l'évêque a rappelé l'origine du signe de croix. À l'issue, les villageois ont pu échanger quelques mots avec celui qui porte la crosse et la mitre. Le nouveau roman d'Huguette Eichwald est sorti. Vous connaissez la série La Vallée perdue. Aujourd'hui, on va parler du départ. C'est pour ça que nous sommes sur cette calèche. Huguette, ce nouveau roman, parlez-nous-en. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est donc le 4e tome de cette saga. Et nous sommes là en plein milieu du début du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc c'est une longue période où il y a pas mal de transformations, non seulement de la société, mais grâce à l'industrialisation, il y a d'énormes progrès de fait. Donc avec ce départ, c'est pourquoi nous sommes sur une calèche. Un départ, ça veut toujours dire moyen de locomotion. Donc partir à pied, à cheval, en calèche, après en chemin de fer, puisque deuxième partie du 19e siècle, il y a donc toutes ces lignes de chemin de fer qui se mettent en route. J'en profite, puisque nous sommes sur une calèche qui a été mise à notre disposition par un confrère auteur d'un très beau livre sur la commune de Mittesheim, et nous sommes ici dans un lieu idyllique. Vous ne direz pas le contraire, Rémi. On est bien ici, on est bien. Alors, c'est l'histoire de Victor, c'est ça, qui part de la vallée perdue. Voilà. Donc, on a fait un saut entre les Celtes, fils d'ouvriers, donc industrie, on parle beaucoup de l'industrie. Donc, qu'est-ce qui se passe pour donner envie aux lecteurs? Il y a une histoire d'amour aussi là-dessous? Oui, bien sûr, c'est un roman historique, c'est-à-dire j'ai fait d'énormes recherches sur ce siècle qui est d'ailleurs très très riche en tout, modification de la civilisation, justement grâce à ces progrès. Et si je parle de ce Victor, qui est donc un fils d'ouvrier, qui part, comme beaucoup d'autres, de sa vallée perdue, enfin de la campagne, pour aller travailler en usine, parce qu'il pensait trouver l'Eldorado. Mais quand il travaillait dans des usines, c'était aussi une forme d'esclavage. Un retour n'était pas toujours possible. Et
mon personnage principal, donc Victor, en partant de sa campagne, en travaillant en usine, il voyait ces riches industriels vivre et il s'est dit « j'y arriverai aussi ». Alors après les Celtes, le secret et le château, on fait un petit bond dans le temps ou c'est la continuité? Est-ce que c'est aussi un descendant de ces Celtes? C'est toujours un descendant, nous sommes tous des descendants des Celtes, vous, moi, tout le monde. En fin de compte, nous avons un peu de sang celte. La preuve, regardez l'engouement actuellement qu'on trouve dans la population actuelle pour tout ce qui est moyenâgeux ou celte. Oui, le premier tome, c'était donc les Celtes, il y a 2000 ans. Le deuxième, c'était le secret, c'était le début du Moyen-Âge. Le troisième, 13e, 14e siècle, ici bien sûr un bond dans le 19e. Donc on arrive presque à l'époque contemporaine. Et alors la suite c'est quoi? Futuriste peut-être? Est-ce qu'il y a une suite prévue déjà? Ah oui, 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 je suis en pleine écriture du 5e tome et là nous sommes au 20e siècle. Donc c'est vraiment la suite logique et des personnages qui sont dans ce roman. Donc à suivre très bientôt la suite de La Vallée perdue. Merci Huguette. Merci Rémi, merci TV Travail et surtout merci à Monsieur Jean-Georges Saune.